Le docteur Simone Valmont avait 74 ans lorsqu'elle engagea Étienne Moreau, un infirmier de 26 ans, pour s'occuper d'elle pendant sa convalescence après une opération de la hanche. Dès le premier instant, elle ressentit chez lui quelque chose d'étrangement familier qu'elle n'arrivait pas à définir. Ce n'était pas seulement son apparence, bien que ses yeux verts intenses et ses traits anguleux aient fait ressurgir des souvenirs qu'elle ne parvenait pas à saisir. C'étaient ses manières, la façon dont il penchait la tête en réfléchissant, la précision chirurgicale de ses mains lorsqu'il changeait les pansements, son rire d'une spontanéité débridée qui contrastait avec son sérieux habituel. C'était comme se regarder dans un miroir déformant qui reflétait une version masculine et plus jeune d'elle-même. Simone était une femme qui avait bâti un héritage médical extraordinaire sur un socle de secrets qu'elle n'a jamais révélé. Comptant parmi les premières femmes chirurgiennes cardiaques de France, elle avait consacré 50 ans de sa vie à sauver des vies, à former des générations de chirurgiens et à transformer le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, en un centre d'excellence internationalement reconnu. Retraitée pendant 5 ans à l'âge de 69 ans, elle continuait d'exercer, donnant des conférences, encadrant de jeunes chirurgiens et rédigeant des articles médicaux. Ses cheveux, entièrement blancs, étaient coiffés d'une coupe courte et pratique. Son visage, marqué par des décennies passées dans les blocs opératoires sous des lumières intenses, conservait un regard vert capable d'évaluer l'état d'un patient avec une précision saisissante. Elle portait des vêtements élégants et pratiques, pantalons tailleurs, chemisiers en soie et chaussures confortables. Divorcée depuis 30 ans après un mariage bref et désastreux avec un confrère chirurgien incapable d'accepter son talent supérieur au sien, Simone n'avait pas d'enfant, du moins officiellement. Une affirmation qu'elle répétait sans hésiter lorsqu'on l'interrogeait, techniquement vraie, mais fondamentalement mensongère. La vérité, c'est qu'elle avait eu un enfant à 18 ans, en 1968, un bébé qui lui avait été immédiatement arraché et placé en adoption sans même qu'elle ait pu le prendre dans ses bras. Un scandale que sa famille bourgeoise avait aussitôt étouffé, l'envoyant étudier à l'étranger pendant 1 an alors qu'en réalité, elle séjournait dans un foyer pour mères célibataires en Suisse. Elle en était revenue anéantie, traumatisée, déterminée à ne plus jamais se sentir vulnérable. La médecine était devenue son armure et sa rédemption. Si elle n'avait pu sauver son propre enfant, elle en sauverait des milliers d'autres. Pendant 56 ans, Simone avait pensé chaque jour à ce bébé. Un garçon, c'est tout ce qu'on lui avait dit avant de le lui enlever. Elle avait imaginé sa vie, sa rentrée des classes, sa remise de diplôme, son mariage. Elle avait compté les années. Il aurait 10 ans, 20, 30. Aujourd'hui, il aurait 56 ans, peut-être même grand-père. Parfois, elle essayait de le retrouver dans les registres d'adoption, mais la France de 1968 conservait ses documents hermétiquement clos. Elle avait donc vécu avec un vide qu'aucune réussite professionnelle n'avait pu combler. Une opération de la hanche à 74 ans était devenue nécessaire après des années d'usure dues aux longues heures passées debout au bloc opératoire. Elle avait besoin de soins post-opératoires à domicile pendant 6 semaines. Une personne pour l'aider en kinésithérapie, gérer ses médicaments et l'assister dans ses déplacements limités. L'agence a envoyé Étienne Moreau, dont le parcours était irréprochable. Infirmier spécialisé en rééducation orthopédique, 3 ans d'expérience dans des hôpitaux parisiens et d'excellentes recommandations de ses anciens patients. Étienne Moreau avait 26 ans et un secret qu'il ne confiait pas à ses employeurs. Adopté à la naissance, il avait été élevé par un couple aimant qui lui avait dit la vérité dès le départ, mais il avait toujours eu le sentiment qu'il lui manquait quelque chose. Une part de son identité, scellée dans les archives, l'empêchait d'y accéder. Ses parents adoptifs, âgés, décédèrent lorsqu'il avait 22 ans, le laissant sans famille et sans réponse quant à ses origines biologiques. Devenir infirmier, c'était en partie prendre soin des autres, mais aussi partir à la recherche de ce lien perdu. Grand et mince,
avec l'allure athlétique d'un grimpeur du week-end, les cheveux châtains foncés toujours légèrement ébouriffés, des yeux verts étonnamment expressifs pour quelqu'un exerçant une profession exigeant du sang-froid, un sourire qui apaisait les patients anxieux. Il portait une blouse médicale, même en dehors de l'hôpital, car il la trouvait confortable, et arborait un petit tatouage de caducée, symbole médical, sur l'avant-bras, qu'il dissimulait lorsqu'il s'occupait de patients conservateurs. Il émanait de lui une bonté authentique, qui n'était pas une façade professionnelle, mais une qualité intrinsèque. Le premier jour où Étienne s'occupa de Simone fut une épreuve pour tous les deux. Habituée à être médecin, non patiente, elle détestait cette vulnérabilité liée à sa dépendance pour les gestes les plus simples. Et il y avait quelque chose, dans sa présence, qui la perturbait d'une manière inexplicable. Lorsqu'il lui toucha le bras pour l'aider à se relever, elle ressentit une étrange impression de déjà-vu. Son rire, lorsqu'il entendit sa remarque, lui parut d'une familiarité troublante. Étienne ressentait lui aussi un lien inexplicable. La plupart de ses patients étaient des personnes âgées qu'il soignait professionnellement, sans attachement personnel. Mais Simone était différente. Il y avait chez elle quelque chose qu'il reconnaissait, non pas un souvenir, mais un sentiment d'appartenance. Et elle le fascinait, les récits de sa carrière, les cas désespérés qu'elle avait sauvés, la façon dont elle parlait de la médecine comme d'une vocation sacrée. Durant la première semaine, leur relation est restée strictement professionnelle. Étienne a aidé Simone en kinésithérapie, préparait les repas en respectant les consignes nutritionnelles et gérait la prise de médicaments. Simone était une patiente difficile. Impatiente face à ses propres limites, elle insistait pour en faire plus que ce que les médecins recommandaient et remettait en question chaque décision thérapeutique. Mais Étienne faisait preuve d'une patience infinie, lui expliquant rationnellement pourquoi elle avait besoin de repos et n'hésitant pas à user de ses connaissances médicales lorsque cela s'avérait nécessaire. Le changement commença la deuxième semaine, lorsque Simone, frustrée par sa mobilité réduite, demanda à Étienne d'aller chercher une boîte de dossiers médicaux sur une étagère en hauteur dans son bureau. En la lui apportant, de vieilles photos en tombèrent. L'une d'elles montrait Simone au début de la vingtaine, en blouse blanche, la première femme de sa promotion en chirurgie. Étienne avait étudié la photographie. « Tu étais si jeune, et la seule femme. Cela a dû être incroyablement difficile. » Simone regarda la photo, submergée par les souvenirs. C'était bien elle. Personne ne croyait qu'une femme puisse être chirurgienne, et encore moins chirurgienne cardiaque. Il me fallait être 3 fois meilleure que les hommes pour être considérée comme moitié aussi compétente. Étienne acquiesça. Certaines choses n'ont pas tellement changé. J'ai encore des collègues qui pensent que les soins infirmiers sont un métier de femme, que les hommes devraient être médecins, pas infirmiers. La conversation a ouvert la voie à des échanges plus profonds. Ils ont commencé à partager non seulement des aspects professionnels, mais aussi personnels. Étienne a parlé de son adoption, de ce sentiment persistant d'un manque, malgré l'amour profond qu'il portait à ses parents adoptifs. Simone, pour la première fois depuis des décennies, a ressenti le besoin de révéler son propre secret. Mais sa peur était trop forte. Si elle lui parlait du bébé qu'elle avait confié à l'adoption, cela changerait-il le regard qu'Étienne portait sur elle? Cela révélerait-il une faiblesse qu'elle avait passé sa vie à dissimuler? Au bout de 3 semaines, Simone retrouvait sa mobilité, mais avait encore besoin d'aide. Elle avait alors commencé à passer du temps avec Étienne, non par nécessité médicale, mais pour sa compagnie. Il la faisait rire, remettait en question ses opinions et la traitait comme une personne et non comme une figure emblématique de la médecine. Une familiarité grandissante s'était installée entre eux, dépassant le cadre professionnel. Un soir, alors qu'Étienne l'aidait à se préparer pour la nuit, Simone dit quelque chose d'inattendu. « Vous me rappelez quelqu'un. Je n'arrive pas à me souvenir de qui, mais vous avez quelque chose de familier. » Étienne sourit. « Peut-être m'avez-vous opéré quand j'étais bébé et m'avez-vous sauvé la vie. La boucle serait bouclée, moi qui prends soin de vous maintenant. » La remarque était censée être une plaisanterie, mais elle a glacé le sang de Simone. Elle a demandé prudemment « Vous avez dit avoir été adopté à la naissance.
Connaissez-vous les circonstances? Étienne a secoué la tête. Pas grand-chose. Mes parents adoptifs m'ont dit que ma mère biologique était jeune et ne pouvait pas subvenir à mes besoins, que l'adoption a été organisée par une agence à Genève. C'est tout. Genève. Le mot frappa Simone comme un coup de poing. Genève, c'était là qu'on l'avait envoyée en 1968, là qu'elle avait accouché dans un foyer pour mère célibataire, là qu'on lui avait pris son bébé immédiatement après la naissance. Elle s'efforça de garder son calme. « En quelle année êtes-vous né » Étienne répondit « 1998 ». Pourquoi? La chronologie ne collait pas. Si Étienne était né en 1998, il aurait 26 ans aujourd'hui. Le fils de Simone est né en 1968, il aurait donc 56 ans. Il ne pouvait s'agir de la même personne, mais cette coïncidence genevoise l'intriguait. Elle a dit « C'est juste curieux ». Ça a dû être difficile pour lui de grandir en sachant qu'il était adopté. Étienne s'assit au bord de son lit, un geste qui aurait été déplacé avec un autre patient, mais qui semblait naturel avec Simone, à la fois naturel et étrange. Mes parents qui m'ont élevé étaient merveilleux. Mais la question demeure. Qui suis-je biologiquement? D'où viennent mes traits de personnalité et mes talents? Pourquoi ma mère biologique ne m'a-t-elle pas gardé? Était-ce parce qu'elle ne me voulait pas, ou parce que les circonstances l'ont rendu impossible? Simone sentit des larmes, chose rare chez elle. Si elle ne t'a pas gardé, je te garantis que ce n'est pas parce qu'elle ne te voulait pas. Les jeunes femmes, à différentes époques, subissaient des pressions inimaginables. La famille, la société, l'Église, toutes conspiraient pour arracher les bébés aux mères célibataires. Ce n'était pas un choix, c'était de la contrainte. Étienne la regarda intensément. « Tu parles comme si tu savais par expérience. » Il y eut un moment de silence, le temps que Simone prenne sa décision. Puis, elle dit quelque chose qu'elle n'avait jamais confié à personne. « Je sais, car j'ai eu un bébé à 18 ans, en 1968. J'ai été envoyé à Genève, la même ville où vous avez été adopté. J'ai donné naissance à un garçon que je n'ai jamais tenu dans mes bras, qui m'a été aussitôt enlevé. J'ai passé 56 ans à me demander ce qu'il était devenu, à chercher des traces de lui dans les visages d'inconnus. » Étienne se figea. « Vous avez eu un enfant? À Genève? En 1968 ?» Simone hocha la tête, les larmes coulant à flots. Il aurait 56 ans maintenant. Donc ce n'est pas possible. Mais cette coïncidence genevoise, Étienne réfléchissait. « Attendez, 1998, c'est l'année de mon adoption. Mais pas celle de ma naissance. Les registres d'adoption indiquent l'année d'adoption, pas forcément l'année de naissance. » Simone sentit l'impossible se dessiner en elle. « Que voulez-vous dire ?» Étienne décrocha le téléphone et lui montra des documents scannés qu'il conservait. « Regardez, il est écrit ici, adopté en novembre 1988 par l'intermédiaire d'une agence à Genève. Mais il n'y a pas de date de naissance. J'ai toujours cru que j'étais un bébé. Mais et si je n'étais pas un bébé quand j'ai été adopté? La possibilité planait au-dessus d'eux, trop grande et trop effrayante pour être affrontée de front. Simone raisonna logiquement. Tu aurais 30 ans, et non 26, si tu étais né en 1968. Étienne secoua la tête. Je n'ai pas d'acte de naissance original, seulement celui qui m'a été délivré lors de mon adoption, qui indique 1998 comme année de naissance. Les médecins disaient toujours que je paraissais plus vieux que mon âge, mais ils attribuaient cela à une croissance rapide. Simone tremblait maintenant. Il nous faut un test ADN. C'est le seul moyen d'en être sûr. Mais Étienne, il faut que tu comprennes, si tu es mon fils, ce qui s'est passé entre nous, ce lien que j'ai ressenti. Elle n'a pas pu terminer sa phrase. Étienne a fini pour elle. Cela compliquerait tout. Parce que je ne suis pas qu'une simple patiente que vous avez engagée. Et vous n'êtes pas qu'un simple employeur. Ces dernières semaines, j'ai développé pour vous des sentiments qui dépassent le cadre professionnel ou filial. La confession planait comme une ombre. Simone murmura. Moi aussi. Et cela me terrifia car je ne comprenais pas pourquoi. Tu as 50 ans de moins que moi. Pourtant, je ressentais un lien inexplicable. Si tu es mon fils, cela expliquerait l'attirance émotionnelle.
Mais cela rendrait aussi tout sentiment amoureux absolument impossible. Ils décidèrent de faire un test ADN immédiatement. Simone fit jouer ses relations dans le milieu médical pour accélérer la procédure, payant un supplément pour obtenir les résultats en 48 heures au lieu des semaines habituelles. Pendant ces 48 heures, ils gardèrent leur distance, tous deux terrifiés par ce que les résultats pourraient révéler. Quand les résultats arrivèrent, Simone ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle la lut une fois, 2 fois, 3 fois. Puis elle regarda Étienne avec une expression qu'il ne put déchiffrer. « Ce n'est pas un hasard. Tu es mon fils. L'ADN correspond à 99,9%. » Le silence était total. Étienne était assis, le visage grave. « Alors, tout s'explique. Pourquoi je me suis senti si proche de toi dès le début? Pourquoi tes histoires m'ont tant touché? Pourquoi j'ai choisi la médecine alors que personne dans ma famille adoptive n'était médecin? C'est génétique, une histoire commune dont je n'avais jamais eu conscience. » Simone se mit alors à pleurer, des décennies de deuil enfin apaisées. « Je t'ai retrouvé. Après 56 ans de recherche, tu es apparu à ma porte. Le fils que je pensais ne jamais connaître est là, vivant, en pleine santé extraordinaire. Mais Étienne, cela change tout entre nous. Les sentiments que nous avons développés, Étienne intervint. C'était de la confusion. L'attirance n'était pas romantique. C'était une reconnaissance primale de parenté que ni l'un ni l'autre ne comprenions. Simone voulait y croire, mais une partie d'elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Il y avait un lien émotionnel profond qui prenait désormais tout son sens comme une relation maternelle et filiale. Mais il y avait aussi des moments d'attirance qui n'étaient pas de la simple confusion. Pendant les semaines qui suivirent, ils vécurent maladroitement leur relation nouvellement révélée. Simone n'avait plus besoin de soins médicaux, mais Étienne continuait de lui rendre visite. Ils tentèrent de reconstruire la relation mère-fils qui aurait dû exister depuis 56 ans. Simone lui raconta son histoire familiale, des grands-parents qu'il n'avait jamais connus, des oncles et tantes qui ignoraient son existence, un passé médical qui expliquait son don naturel. Étienne a partagé son histoire, une enfance heureuse chez des parents adoptifs, des études, des relations passées, des rêves d'avenir. Et peu à peu, ils ont appris à former une famille. Non pas de façon traditionnelle, il est impossible de rattraper 56 années perdues, mais une famille choisie, construite consciemment. Mais la vérité cachée recelait une dimension inattendue. En faisant du tri dans de vieux papiers, Simone a retrouvé les documents d'adoption originaux qu'elle avait gardés secrets pendant des décennies. En les relisant attentivement pour la première fois depuis des années, elle a remarqué quelque chose qui lui avait échappé jusque-là. La date de naissance du bébé indiquée différait de celle dont elle se souvenait. 2 mois d'écart. Perplexe, elle interrogea Étienne. « Quand êtes-vous né exactement? Vous avez dit 1998, mais c'était la date d'adoption. Quelle est la date de votre anniversaire ?» Étienne répondit « Le 15 septembre. » Pourquoi? Simone lui montra un document. « Mon fils est né le 15 juillet 1968, pas en septembre. » Cette incohérence a nécessité une réévaluation. Ils ont demandé des documents supplémentaires et mené une enquête auprès d'un organisme d'adoption encore en activité. La vérité qui a émergé était plus complexe et douloureuse qu'ils ne l'avaient imaginé. Le bébé de Simone avait été adopté en 1968 par un jeune couple français. Mais ce couple est décédé dans un accident de voiture en 1998, alors que l'enfant avait 30 ans. L'enfant, désormais adulte et sans famille, a été placé dans un dispositif de réadoption pour adultes en situation de handicap. Étienne n'était pas ce bébé-là. Il avait été adopté par le même organisme, à la même époque, mais c'était un autre enfant, d'une autre mère. La correspondance ADN était une coïncidence statistiquement improbable, mais pas impossible. Ils partageaient un patrimoine génétique fortuit, issu de populations partiellement communes et non par lien de parenté directe. Cette révélation aurait dû être un soulagement. Elle signifiait que leurs sentiments confus n'étaient pas incestueux,
qu'ils pouvaient potentiellement explorer leur attirance sans barrière morale. Mais tous deux éprouvaient une profonde perte. La brève période où ils avaient été mère et fils, où le vide de 56 ans semblait comblé, s'était révélé n'être qu'une illusion. Simone pleura pour la deuxième fois. Je croyais l'avoir retrouvé. Je croyais enfin savoir ce qui était arrivé à mon bébé. Mais il est toujours perdu quelque part. Peut-être mort, peut-être qu'il me hait. Étienne l'a pris dans ses bras. Et moi, je croyais avoir retrouvé ma mère biologique. Mais je suis toujours un orphelin à la recherche de mes origines. Mais de cette douleur partagée est née autre chose. La prise de conscience que la famille ne se résume pas au lien du sang. Pendant les semaines où ils se sont crus mère et fils, ils ont tissé un lien véritable. Et ce lien n'a pas disparu lorsqu'ils ont découvert l'erreur. Au contraire, il s'est renforcé, car il s'agissait d'un choix délibéré et non d'un accident génétique. Simone a dit « Je ne suis peut-être pas ta mère biologique, mais pendant des semaines, alors que j'y croyais, j'ai ressenti un amour maternel que je n'avais pas éprouvé depuis 50 ans. Et je ne veux pas perdre cela simplement parce que l'ADN dit le contraire. » Étienne a acquiescé. « Moi non plus, je ne veux pas te perdre. Tu es la famille que j'ai choisie, pas celle que mes gènes ont dictée. » Ils décidèrent de fonder leur relation sur le choix plutôt que sur les liens du sang. Simone devint la mentor d'Étienne, l'aidant à intégrer la faculté de médecine, un établissement qu'il avait toujours rêvé d'étudier, mais pour lequel il manquait de confiance en lui. Étienne devint le fils adoptif de Simone, comblant le vide laissé par son fils biologique. Il ne s'agissait pas d'un remplacement, mais de la création d'une nouvelle famille. Mais la complexité ne s'arrêtait pas là. À mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, une attirance qu'ils avaient tous deux niée lorsqu'ils se croyaient apparentés refit surface. Elle était différente de la confusion initiale, plus claire, plus honnête, sans lien de parenté mal interprété, et extrêmement problématique compte tenu de leurs 48 ans d'écart. Un an après leur rencontre, alors que Simone avait 75 ans et Étienne 27, il lui confia « Je sais que c'est absurde. Je sais que tu as 48 ans de plus que moi. Je sais que la société te jugera, mais j'ai de véritables sentiments pour toi, pas comme une mère de substitution, même s'il y a un aspect maternel que j'apprécie, mais comme une femme que j'admire, que je respecte, et oui, pour laquelle je me sens attiré. » Simone répliqua « Étienne, tu es assez jeune pour être mon petit-fils. Quand je mourrai, et ce ne sera plus très loin, tu auras peut-être 50 ans, la moitié de ta vie devant toi. Je ne peux pas te retenir auprès d'une vieille femme. » Étienne répondit « Tu ne me retiens pas, c'est moi qui choisis, et peut-être n'aurons-nous que 10 ans ensemble, 15 si nous avons de la chance. Mais je préfère ces années avec toi à une vie entière avec une autre. » Simone a fait ce qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Elle s'est autorisée à être vulnérable. Elle s'est autorisée à accepter l'amour qu'on lui offrait sans en calculer les conséquences. Ils ont entamé une relation qui défiait toutes les conventions. Une femme de 75 ans et un homme de 27 ans, se croyant d'abord mère et fils, découvrant leur erreur, choisissant malgré tout de rester ensemble. La société, bien sûr, avait son mot à dire. Les collègues médecins de Simone étaient horrifiés. La légendaire chirurgienne cardiaque réduite à un cliché de vieille femme avec un jeune amant. La famille d'Étienne, des cousins éloignés qui le connaissaient à peine, l'accusait d'exploiter une femme âgée pour hériter. Et il y avait toujours des rumeurs selon lesquelles leur relation aurait commencé comme une relation mère-fils avant qu'ils ne découvrent leur erreur. Des insinuations qu'il s'était passé quelque chose d'inconvenant, même si tous deux juraient le contraire. Mais ils ont affronté l'épreuve ensemble. Ils ont vécu 5 ans avant que la santé de Simone ne commence à se détériorer gravement. Étienne, alors âgé de 32 ans et étudiant en médecine, l'a soigné tout au long de son combat contre le cancer qui allait finalement l'emporter. Et durant ces derniers mois, la vérité a éclaté au grand jour. Le détective privé engagé par Simone des décennies auparavant pour retrouver son fils a finalement réussi. Son fils avait mené une vie heureuse, était devenu professeur, avait fondé une famille et était décédé dans un accident de moto à l'âge de 45 ans
11 ans avant que Simone ne rencontre Étienne. Il ne l'avait jamais cherché, semblant se contenter de sa famille adoptive, sans aucune curiosité pour sa mère biologique. La révélation fut douce amère. Simone pleura le fils qu'elle n'avait jamais connu, qui avait vécu et était mort sans elle. Mais elle ressentit aussi une certaine paix. Il avait été heureux, aimé, épanoui sans elle. Et elle avait Étienne, non pas un remplaçant, mais celui qui avait choisi de l'aimer en connaissant toute la vérité. Simone mourut à 80 ans, Étienne à 32, à ses côtés. Ses dernières paroles furent « Merci d'avoir été la famille que j'ai choisie. Merci d'avoir aimé une vieille femme alors que vous auriez dû profiter de votre jeunesse. Merci de m'avoir prouvé que l'amour n'a pas besoin d'être logique pour être réel. » Étienne, en larmes, répondit « Merci de m'avoir vu comme plus qu'un simple infirmier, d'avoir partagé une histoire que tu n'as jamais racontée, de m'avoir donné une famille alors que j'étais orphelin, de m'avoir appris que le choix est plus fort que les liens du sang. » Des années plus tard, Étienne devint chirurgien cardiaque, une spécialité qu'il avait choisie en hommage à Simone. Il épousa une collègue chirurgienne et eut des enfants qui ne rencontrèrent jamais Simone, mais entendirent parler d'elle. Il garda toujours une photo d'elle sur son bureau, non pas comme une amante, mais comme un membre de sa famille, comme une personne qui prouvait que l'amour revêt des formes impossibles à catégoriser. La vérité cachée derrière leur histoire était une série de vérités entremêlées. Une erreur d'ADN qui leur a fait croire qu'ils étaient mère et fils alors qu'ils ne l'étaient pas. Le vrai fils de Simone, qui a vécu et est mort à son insu. Étienne, qui n'a jamais retrouvé sa mère biologique, mais a trouvé sa famille de cœur. Et l'amour entre eux, qui a commencé par de la confusion, s'est transformé en une parenté présumée, s'est révélé être une erreur, et est finalement devenu un amour véritable, qui a défié toutes les conventions. Ils ont prouvé que parfois, l'amour le plus interdit n'est pas celui que la société condamne, mais celui qui échappe à toute catégorisation. Pas entièrement romantique, car il a commencé autrement. Pas entièrement familial, car aucun lien de sang ne les unissait. Pas entièrement acceptable, car l'âge le rendait scandaleux. Mais bel et bien réel, précieux et transformateur. Et la vérité cachée, c'est que l'amour n'a pas besoin d'être logique, d'une explication limpide, d'être approuvé. Il lui suffit d'être sincère, choisi en toute conscience et vécu authentiquement, quelles qu'en soient les conséquences.